Bonjour, c'est Romain Mousset. Aujourd'hui, je vous présente un livre. Don't Shoot the Dog de Karen Prior, le nouvel art de l'éducation, paru en 2018 aux éditions du Génie Canin. Il fait à peu près 200 pages et coûte 25 €. Cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture, éducation et rééducation comportementale et également éthologie et éthique. C'est la première édition française de l'ouvrage de Karen Prior, paru dans cette édition, donc revue et augmentée de 1999, mais dont l'édition originale date de 1984. Cela permet de remettre en perspective certains aspects du livre, notamment le clicker training qui est développé en toute fin d'ouvrage, qui est présenté comme une technique d'éducation révolutionnaire, et plus largement sur l'éducation positive. Parce que, donc l'ouvrage ayant maintenant une quarantaine d'années, à l'époque, ces approches et ces outils étaient très peu utilisés. Bien évidemment, maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé, donc vous pourrez avoir un petit peu de recul et être un peu critique parfois sur certains aspects qui peuvent vous paraître normaux maintenant. Mais il y a une quarantaine d'années où l'approche de l'éducation était beaucoup plus coercitive, cet ouvrage faisait vraiment office de révolution. C'est un livre que je recommande principalement pour tous les propriétaires de chiens. C'est un ouvrage fondamental qui va vous permettre de comprendre les lois de l'apprentissage, les principes de renforcement et de capture de comportement, et également de comprendre pourquoi est-ce que votre chien ne vous obéit pas lorsque vous lui demandez quelque chose et que vous pensez qu'il l'a compris. Et plus largement, c'est un livre qui permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'animal et également l'humain. Il est sous-titré Une relation à soi, aux autres, aux enfants et aux animaux. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, même s'il est beaucoup plus admis dans l'inconscient collectif qu'éduquer un chien équivaut à éduquer un enfant, il y a quelques années, et donc d'autant plus il y a une quarantaine d'années, c'était presque blasphématique de tenir des propos comme ça. Maintenant, évidemment, toute proportion gardée entre l'intelligence de l'enfant et l'intelligence du chien, ou les capacités cognitives du chien, on peut admettre que le façonnage et la capture de comportement s'effectuent de la même façon. Donc les lois de l'apprentissage, les principes d'éducation et de rééducation sont presque universels, j'ai envie de dire. Cela fonctionne avec beaucoup d'espèces. Karen Prior explique donc comment cela fonctionne avec les enfants, comment cela peut fonctionner en société avec des adultes, membres de votre famille, entourage ou bien même relations professionnelles, qui peuvent être tendus sur les animaux. Karen Prior explique comment elle a pu travailler cela sur des chevaux, sur des dauphins, sur des poissons, sur des otaries, et sur des chats, sur des chiens. En plus évidemment de l'espèce humaine. Donc un ouvrage complet qui est accessible à tout le monde, où l'ensemble des connaissances éthologiques qui sont apportées sont vraiment vulgarisées, et c'est un ouvrage qui est très facile d'accès. Comme beaucoup d'ouvrages d'ailleurs de cette maison d'édition. Les éditions du Génie Canin, j'avais déjà proposé l'ouvrage Les signaux d'apaisement de Thierry Drugas, Apprendre à mon chien à marcher en laissant tirer et Dominance MeToo Réalité. Voilà 3 ouvrages que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc une petite présentation de l'auteur dans un premier temps. Karen Prior est biologiste du comportement, elle est fondatrice et pionnière du dressage des dauphins au Sea Life Park d'Hawaï, où elle a travaillé avec Konrad Lorenz et Frédéric Steiner, qui étaient 2 pionniers de l'éthologie, et notamment du behaviorisme pour ce dernier. Consultante auprès de la NASA en comportement et apprentissage humain et animal, elle a été commissaire fédérale au sein de la Commission marine des mammifères. Et elle a été évidemment conférencière, a lancé la Karen Prior Academy et a donc beaucoup démocratisé l'éducation positive et évidemment le développement du clicker training chez différentes espèces et dans différents aspects de comportement. Depuis une quarantaine d'années, comme je l'ai dit précédemment, vous l'avez compris. Est-ce que tout cela est de la manipulation ? C'est vrai que c'est une question que l'on peut se poser, notamment sur les interactions que l'on peut avoir avec les humains. On va avoir tendance à projeter cela beaucoup plus facilement que sur les animaux. Par exemple, lorsque on refuse de renforcer des comportements qu'on ne veut pas avoir chez un humain, mais où on va le féliciter, où on va le guider vers des comportements que l'on veut voir apparaître, cela peut être vu comme de la manipulation. C'est vrai, c'est ce qu'explique Karen Prior, mais d'un autre côté, cela permet souvent d'amener vers des comportements qui ne vont pas amener au conflit.
Donc lorsque vous modelez des comportements chez votre chien, est-ce que vous êtes en train de le manipuler ou est-ce que vous êtes en train de l'amener à s'adapter à l'environnement de vie dans lequel il est et dans lequel il va être amené à interagir avec ses humains ou ses congénères, pardon. Lorsque vous vous lancez dans le potager, dans des principes de permaculture ou autre, est-ce que vous manipulez votre environnement pour en tirer ce que vous souhaitez? Ça peut être vu ainsi. Finalement, vous comprenez que la manipulation est une façon de voir les choses qui va inclure évidemment un côté négatif, mais d'un autre côté, si c'est bien fait, cela permet d'harmoniser un petit peu les situations. Je veux dire, nous-mêmes, nous vivons dans une société et il y a un ensemble de règles. Certaines sont très drastiques, certaines permettent simplement de pouvoir vivre dans une société sans qu'il y ait de problème. À un stop, vous vous arrêtez, à un feu rouge, vous vous arrêtez, à un céder le passage lorsque vous roulez en voiture, vous cédez le passage. Cela peut être vu comme de la manipulation, le fait de s'arrêter à un stop ou à un feu rouge alors qu'il n'y a personne, mais d'un autre côté, ce sont des rituels de comportement qui permettent d'avoir une fluidité dans le trafic. Cet exemple, vous pouvez le transposer sur énormément de choses dans la société. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Cela relève, j'ai envie de dire, du jugement personnel de chacun, mais force est de constater que cela permet en tout cas de pouvoir éviter un certain nombre de conflits, d'accidents ou d'incidents. Donc oui, modeler, capturer des comportements, cela peut être vu d'une certaine façon comme de la manipulation. Mais cela peut également être vu comme une façon, voilà, comme l'explique Karen Pryor, ludique de conditionner des comportements afin de minimiser des conflits et de permettre un mieux vivre, donc voilà, vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de nos chiens. Donc ce point étant fait, nous allons revenir sur certains points clés de l'ouvrage. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, je n'ai pas pour intérêt de présenter tout le livre, notamment les 10 lois du shaping ou les 8 méthodes pour mettre un terme au comportement indésirable, car la vidéo serait beaucoup trop longue, mais je vais revenir sur certains points clés, soit que je n'ai pas présenté dans d'autres vidéos, soit pour simplement voilà, vous apporter des outils de connaissance à des moments spécifiques. Donc, préalablement à l'apprentissage d'un comportement, Karen Pryor explique et introduit les notions de renforcement. Qu'est-ce qu'un renforcement positif? Qu'est-ce qu'un renforcement négatif? Un renforcement conditionné? Et comment les utiliser pour capturer ou modeler un comportement souhaité chez l'humain et chez l'animal. Donc, étant donné que j'ai souvent tendance à partir dans des monologues et à m'éloigner en multipliant les exemples lorsque je veux développer un propos, je vais vous lire certains passages clés. Comme ça, c'est plus facile. Il existe un malentendu selon lequel, si l'on commence une éducation avec des renforcements positifs, il sera nécessaire de les utiliser pour le reste de la vie de l'animal, sinon le comportement disparaîtra. C'est valable pour l'utilisation des récompenses alimentaires, mais on y reviendra. Ceci est faux, nous dit Karen Pryor, le renforcement constant est nécessaire seulement au cours des étapes d'apprentissage. Il peut être utile de féliciter un bambin chaque fois qu'il va sur le pot, mais une fois que le comportement est acquis, la question ne se pose plus. Nous utilisons ou nous devrions utiliser beaucoup de renforçateurs avec les débutants. Enseigner à un enfant à faire du vélo peut impliquer le recours à un flux continu d'encouragement, c'est ça, va tout droit, bravo, etc. Toutefois, vous aurez l'air idiot et votre enfant pensera que vous l'êtes, si vous continuez à le féliciter alors qu'il maîtrise la technique. Pour maintenir un comportement acquis avec un certain niveau de fiabilité, non seulement il n'est pas nécessaire de le renforcer à chaque fois, mais il est en fait vital de ne pas le renforcer sur une base régulière et de n'utiliser le renforcement que de manière occasionnelle et sur une base aléatoire ou imprévisible. C'est ce que les psychologues appellent un programme variable de renforcement. Un programme variable est beaucoup plus efficace pour maintenir un comportement qu'un programme constant, prévisible de renforcement. Un psychologue me l'a expliqué de la manière suivante, vous avez une voiture neuve qui démarre sans problème, mais un jour vous tournez la clé de contact et il ne se passe rien. Vous essayez encore à plusieurs reprises, mais rapidement vous en déduisez que quelque chose ne va pas et vous appelez le dépanneur. Le fait de tourner la clé, en l'absence de renforcement immédiat attendu, disparaît rapidement. Si d'autre part vous roulez dans une vieille guimbarde qui ne démarre jamais du premier coup et souvent vous demande beaucoup de persévérance, vous poursuivrez vos tentatives pendant une demi-heure. Votre comportement avec la clé de contact procède d'un programme long et variable. Et donc maintenu. C'est le principe un petit peu des jeux de grattage
ou des jeux de hasard. Certaines personnes peuvent passer des heures assis devant une machine à sous et à effectuer le geste de lancement de la machine, même si elles ne savent qu'elles vont gagner une fois sur 5, une fois sur 10, une fois sur 15. Étant donné que le renforcement arrive de façon aléatoire, le comportement est maintenu. C'est aussi valable chez beaucoup de clients qui me disent que leur chien est têtu. Lorsqu'un chien sait qu'en grattant à la porte, vous allez lui ouvrir au bout de la 10e fois, ou qu'en aboyant au bout de la 10e ou de la 15e fois, vous allez lui prêter une attention, il va maintenir le comportement, même si le reste du temps, vous ignorez le comportement. Votre chien n'est donc pas têtu, il a simplement compris qu'au bout d'un certain nombre d'essais, il obtient ce qu'il veut. Plus le programme variable est long, plus il maintient fortement le comportement. Toutefois, les programmes longs agissent contre vous lorsque vous essayez d'éliminer un comportement. En l'absence de renforcement, tout comportement tend à disparaître de lui-même. Mais si un renforcement intervient de temps à autre, même de manière sporadique, une cigarette, une boisson, céder à un râleur ou à un pleurnicheur, alors le comportement, plutôt que de disparaître, risque d'être maintenu fortement par un long programme variable. C'est ainsi qu'un ancien fumeur qui tire occasionnellement sur une cigarette peut retomber dans le tabagisme en une journée. Nous connaissons tous des personnes qui acceptent inexplicablement de vivre avec des compagnons qui les traitent mal. Généralement, nous pensons que ceci concerne les femmes, elles succombent à un homme dur, égoïste, sans égard et même cruel, et cependant elles l'aiment. Mais cela arrive à des hommes également. Nous connaissons tous des personnes qui, si elles divorçaient ou quittaient leur partenaire déplaisant, iraient immédiatement se jeter dans les bras d'une autre personne du même acabit. Sont-elles des victimes perpétuelles pour des raisons psychologiques profondes? Peut-être. Mais ne sont-elles pas également victimes de programmes variables de longue durée? Si vous vous engagez dans une relation avec une personne fascinante, charmante, sexy, drôle et attentive et que graduellement cette personne devient désagréable voire injurieuse, tout en vous montrant son bon côté de temps à autre, vous vivez pour ces moments de plus en plus rares où vous recevez ces merveilleux renforçateurs, le côté fascinant, charmant, sexy et plein d'attention, ce qui est un paradoxe pour toute personne sensée, mais une évidence pour un éducateur réside dans le fait que plus ces moments deviennent rares et imprévisibles, plus leur pouvoir sera élevé comme renforçateur et plus le comportement de base sera maintenu. De plus, il est facile de voir pourquoi quelqu'un qui s'engage dans ce type de relation pourra par la suite la rechercher à nouveau. Une relation avec une personne normale, convenable et amicale la plupart du temps pourrait paraître fade, exemple de ce rare renforçateur tant désiré et donc doublement intense. De la présentation générale, l'auteur entre plus en profondeur dans ses principes en développant les concepts notamment de renforcement variable, les comportements de longue durée, ce qu'elle avait introduit dans la citation précédente, et encore les renforcements accidentels provoquant des comportements superstitieux. Ces derniers permettent de comprendre pourquoi certaines idées ont la vie dure et finalement de prendre du recul sur le conditionnement social, notamment avec toute la fameuse crise sanitaire que nous connaissons depuis 2 ans maintenant. Petite citation un peu moins longue cette fois. De nombreux dresseurs d'animaux traditionnels sont porteurs de pensées et de comportements superstitieux. Certains assurent que les dauphins préfèrent que les dresseurs portent du blanc, qu'il faut frapper les mules, que les ours n'aiment pas les femmes. J'en passe et des meilleurs. Les formateurs ou entraîneurs d'êtres humains peuvent présenter les mêmes travers. Par exemple, ils sont convaincus qu'il faut crier sur des élèves de primaire ou que le respect s'obtient par la punition. Ces dresseurs et formateurs sont victimes de la tradition et ils utilisent toujours les mêmes méthodes de formation, car ils ne peuvent séparer celles qui fonctionnent de celles qui ne sont que de simples superstitions. Cette confusion ou faiblesse se trouve dans de nombreuses professions, dans l'enseignement, dans l'ingénierie et dans l'armée, et peut-être particulièrement chez les professions médicales. Il est effrayant d'observer combien de prises en charge de patients sont faites, non parce qu'elles sont efficaces, mais simplement parce que c'est ainsi que les choses ont toujours été faites et que donc tout le monde continue. Toute personne qui a été patient dans un hôpital peut mentionner plusieurs exemples d'actes inutiles qui ne relevaient en fait que d'un comportement superstitieux. Il est intéressant de noter qu'un comportement superstitieux ne disparaît pas toujours si vous vous contentez de signaler son inefficacité. Parce que fortement conditionné, il peut être fortement défendu. Si vous critiquez un médecin pour son utilisation d'un traitement inutile voire dangereux, vous risquez une réponse immédiate et virulente, même lorsque des médecins peuvent se critiquer entre eux. Dédicace au professeur Didier Raoult notamment. Donc, ce qu'il faut comprendre, et une fois de plus ce que permet la lecture de cet ouvrage, c'est de relativiser vis-à-vis des interactions que l'on peut avoir, que l'on peut juger négatives avec des membres de notre famille, avec des personnes de notre entourage,
ou bien même de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que dans l'inconscient collectif, certaines idées perdurent, certaines opinions sont généralisées. À ce titre, moi j'avais lu l'ouvrage La manipulation des foules de Gustave Le Bon, qui expliquait aussi sur le prisme sociologique cela. Ce qui est intéressant, si vous pouvez corréler plusieurs de ces lectures, c'est de comprendre d'un point de vue cognitif pourquoi est-ce que cela peut se développer chez l'humain, et d'un point de vue comportemental, comment est-ce que vous pouvez mettre en place cela sur les animaux. Donc après avoir compris comment renforcer un comportement souhaité et combien l'on peut consciemment ou inconsciemment influencer autrui, soi-même et les animaux, Karen Pryor expose sur plus d'une trentaine de pages les 10 lois du façonnage et propose divers exemples pour mieux les assimiler. Comprendre et maîtriser ces lois permet d'apprendre ce que l'on veut par la suite à soi et aux autres, évidemment. Donc, loi numéro 1, augmentez vos critères par étapes successives suffisamment rapprochées pour que le sujet ait toujours une chance réaliste d'obtenir le renforcement. Cela est valable pour toute activité. Je me souviens lorsque j'étais au collège par exemple et qu'on voulait nous apprendre le saut en hauteur en discipline sportive de l'athlétisme, on mettait au début la barre, je ne sais pas, à 50 cm, puis à 80 cm, puis à 1 mètre, avant de passer à 1,50 m ou à 2 mètres. Vous n'allez pas directement mettre une barre à 2 mètres en disant « Allez, j'y vais, et je vais le faire jusqu'à ce que je réussisse ». Parce que si vous confrontez trop régulièrement à l'échec, mais que vous n'avez pas de notion de réussite, vous allez généralement ne pas trop aimer l'apprentissage et vous allez généralement l'arrêter. Alors que si vous réussissez, que vous validez plein de petits critères au fur et à mesure, c'est comme ça que vous allez pouvoir augmenter déjà votre motivation, votre énergie, et que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage. Donc règle numéro 1, augmentez vos critères par étapes successives. Règle numéro 2, enseignez un aspect d'un comportement spécifique à la fois. N'essayez pas de façonner 2 critères simultanément. Justement, ça me rappelle qu'avec une cliente dernièrement qui est éleveuse de bergers américains miniatures dans le département du Morbihan, j'avais eu cette discussion-là. Cette dame voulait apprendre le coucher pas bouger en s'éloignant de ses chiens. Et je me souviens que pour cet exemple-là, elle m'avait dit qu'elle avait du mal à réaliser l'exercice parce que lorsqu'elle demandait à son chien couché, la finalité de l'exercice c'était de faire demi-tour et de disparaître à la vue de son chien. Mais dès qu'elle faisait demi-tour, déjà le chien se relevait et se rapprochait d'elle. Donc, pour apprendre la finalité, par exemple, d'avoir un chien qui va se coucher et ne pas bouger pendant que vous disparaissez de sa vue, il faut travailler par étapes successives. C'est-à-dire que d'abord, vous allez demander à votre chien de rester couché, pas bouger pendant que vous allez vous éloigner lorsque vous allez être face à lui. Ensuite, vous allez travailler sur le fait de travailler sur de la durée de renforcement. Vous allez vous éloigner et attendre 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes avant de le renforcer. Et après seulement, vous allez par exemple vous tourner. Parce que déjà, quand vous vous tournez, vous perdez le contact visuel avec votre chien. Et une fois que vous vous tournez, là après, vous allez retravailler sur la durée. Et une fois que vous êtes capable de vous éloigner suffisamment en faisant face à votre chien et que votre chien reste couché, là, comme je le disais, vous allez le travailler progressivement sur le fait de tourner le dos à votre chien. Et enfin, dans une dernière étape, vous allez travailler sur le fait de disparaître à la vue de votre chien. Mais pareil, pour cet exemple-là, vous allez travailler de façon progressive. Vous allez vous remettre face à votre chien, et ensuite vous mettre dos à lui lorsque vous disparaissez. Et tout ça, donc, en relevant de la règle numéro 2, enseignez un aspect d'un comportement spécifique à la fois, et n'essayez pas de façonner 2 critères simultanément, parce que c'est mettre 2 fois plus de difficultés, et donc risquer de mettre 2 fois plus en échec l'apprenant. Donc, règle numéro 3, au cours du façonnage, placez le niveau actuel de réponse sur un programme variable de renforcement avant d'ajouter ou d'augmenter un ou des critères. Donc, comme je le disais, demandez déjà à votre chien de rester couché, pas bouger pendant que vous le regardez, en vous éloignant progressivement et en travaillant sur la durée, avant de vouloir travailler sur le fait de vous tourner le dos, enfin de lui tourner le dos et de vous éloigner. Règle numéro 4, lorsque vous introduisez un nouveau critère, donc le fait de tourner le dos à votre chien par exemple,
ou un aspect d'une compétence comportementale, relâchez un peu vos exigences sur les anciens. Cela veut dire que si vous savez que lorsque vous faites face à votre chien peut attendre 5, 10, 15 ou 30 secondes ou même 1 minute sans bouger, lorsque vous décidez de tourner le dos, ne restez pas sur cette notion de 1 minute, puisque vous avez ajouté une difficulté, le fait que vous ne regardiez plus votre chien. Donc là, vous abaissez vos critères et vous recommencez. Vous vous arrêtez 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 40 secondes, etc. Jusqu'à revenir sur 1 minute, par exemple, si votre chien tenait déjà 1 minute face à vous. Règle numéro 5, ayez toujours un temps d'avance, planifiez la totalité de votre programme de façonnage afin qu'en cas de progrès soudain chez un sujet, vous soyez conscient de ce qu'il faudra renforcer ensuite. Règle numéro 6, ne changez pas d'entraîneur à mi-chemin. Vous pouvez en avoir plusieurs par sujet, mais tenez-vous à un façonneur par comportement. Règle numéro 7, si une procédure de façonnage ne permet pas d'obtenir des progrès, trouvez-en une autre. Il existe autant de manières d'obtenir un comportement qu'il existe de formateurs qui peuvent en imaginer. Et ça, pour le coup, c'est l'expérience qui va vous amener sur le fait de savoir jongler sur les différentes approches. Règle numéro 8, n'interrompez pas une session d'entraînement sans raison. Ceci constitue une punition. D'où l'intérêt, et c'est ce que j'explique systématiquement si je ne l'oublie pas à mes clients, que lorsque vous commencez à travailler avec un chien, cadrez toujours l'exercice. Moi je sais que lorsque je vais travailler, c'est ce que j'explique à mes clients, je vais toujours dire tu viens on va travailler, ou là on commence l'exercice, vous faites votre exercice, et une fois que vous avez fini, dites au chien fin de l'exercice, ou c'est fini, tu peux aller jouer. Trouvez toujours le marqueur vocal qui va bien. Parce que si vous apprenez à votre chien coucher, pas bouger, pas bouger par exemple, et qu'il l'a fait pour la 5e ou 7e fois, vous estimez que c'est bien, vous arrêtez là-dessus, mais vous omettez de dire à votre chien c'est bon, l'exercice est fini, tu peux de toi-même quitter la position, vous allez estimer que là, ok, l'exercice est fini, vous n'allez pas forcément le dire à votre chien, et votre chien de lui-même va quitter la position. Mais si vous ne lui avez pas dit en amont, la prochaine fois que vous faites l'exercice, peut-être que votre chien de lui-même va se dire bon voilà c'est bon, ça me saoule, je vais faire autre chose. Et comme vous n'aviez pas cadré l'exercice préalablement, le chien avait compris la fois d'avant qu'il pouvait de lui-même quitter cet exercice. Et après, ça peut vous faire rentrer facilement dans des notions de conflit, parce que vous allez estimer que votre chien refuse de vous obéir, patati patata, alors que l'erreur vient de vous. N'interrompez pas une session d'entraînement sans raison. Ceci constitue une punition pour le chien. Bon, ceci constitue une punition, tout est relatif, ça dépend de l'exemple. Sur l'exemple précédent que je vous ai donné, ça permet juste au chien de prendre l'initiative de couper de lui-même l'exercice. Règle numéro 9, si le comportement se détériore, revenez aux fondamentaux, revoyez rapidement l'ensemble du processus de façonnage avec une série de renforçateurs faciles à obtenir. Si un jour votre chien n'a pas envie, si un jour vous refaites une session après quelques jours sans l'avoir fait, parce que vous avez été occupé d'une tierce façon dans votre vie, revenez sur des étapes qui ont déjà été acquises. Vous voyez ce que je veux dire ? Si par exemple vous passez votre permis de conduire et que à un moment donné, pendant 3 semaines ou un mois, vous ne faites plus de séance, le formateur, s'il est compétent, ne va pas vous amener directement sur une rocade d'autoroute avec un engagement, je ne sais pas moi, à 110 avec des véhicules qui arrivent plein de balles. Il va peut-être vous refaire pendant 5 ou 10 minutes un petit tour de pâté de maison tranquille, histoire de vous réadapter. Dans le chapitre 3, Karen Pryor nous explique ce qu'est un stimulus et comment garantir un contrôle de celui-ci afin d'obtenir la coopération sans coercition. Elle développera les notions de signal, quel type de signal, comment les mettre en place, les principes d'amplitude et d'atténuation du signal, et afin de pouvoir mettre sous contrôle les stimuli inhérents à l'apprentissage. Donc une fois que vous avez compris les lois de façonnage de comportement, vous allez apprendre comment justement travailler dans l'environnement selon les stimulus auxquels l'apprenant va être confronté. Donc tout ce qui déclenche une quelconque forme de réponse comportementale est appelé stimulus. Certains stimuli, un stimulus des stimuli, certains stimuli peuvent causer des réactions sans qu'il y ait apprentissage ou formation. Nous sursautons lors d'un son trop fort, nous clignons des yeux face à une lumière intense et nous avons tendance à nous diriger vers la cuisine lorsque des odeurs appétissantes nous titillent les narines. Les animaux réagissent de la même manière, ces bruits, ces lumières et ces odeurs sont appelés des stimuli non conditionnés ou des stimuli primaires.
D'autres stimuli sont appris par association avec un comportement renforcé. Ils peuvent être sans intérêt en soi, mais ils sont devenus des signaux reconnaissables entraînant un comportement donné. Nous nous arrêtons au feu de croisement, nous nous précipitons pour répondre au téléphone, et dans une rue bruyante, nous nous retournons en entendant notre nom, et ainsi de suite. Au cours d'une simple journée, nous répondons à une multitude de signaux appris. On les appelle des stimuli, des signaux ou des signes. Nous apprenons les signaux ou les signes car le comportement que nous leur associons présente un historique de renforcement. Décrocher le téléphone met un terme à la sonnerie, renforçateur négatif, et nous met en contact avec une voix humaine, renforçateur positif. Enfin, on l'espère. Il y a un petit peu d'humour dans l'ouvrage. Le signal ou le stimulus discriminatif plante le décor et nous donne le feu vert pour un comportement qui, dans le passé, a conduit au renforcement. A l'inverse, l'absence de stimulus nous informe qu'aucun renforcement n'accompagnera ce comportement spécifique. Décrochez un téléphone qui ne sonne pas et vous aurez juste un signal de tonalité. La grande majorité des tentatives d'éducation formelle consistent à établir des stimuli discriminatifs. Un sergent instructeur avec de nouvelles recrues et un propriétaire de chien dans un cours d'éducation ont comme principale préoccupation d'obtenir que les sujets obéissent à des ordres qui sont en réalité des stimuli discriminatifs. Il n'y a rien d'impressionnant à voir un chien s'asseoir ou un homme s'arrêter, ce qui est impressionnant c'est que cela soit fait avec précision et sur ordre. C'est ce qu'on appelle l'obéissance, pas simplement l'acquisition de comportements, mais la garantie qu'ils seront adoptés lorsque le signal sera donné. Les psychologues appellent ceci placer le comportement sous le contrôle de stimuli. Il est difficile d'éduquer, l'éducation suit certaines règles, et ces règles méritent d'être examinées. Vous ne comptez pas donner des ordres à un chien et n'avez aucune intention d'entraîner des soldats à l'exercice. Cela pourrait néanmoins vous être utile de comprendre le fonctionnement du contrôle des stimuli. Par exemple, si vos enfants lambinent et ne viennent pas quand vous les appelez, c'est que vous avez un mauvais contrôle des stimuli. Si vous supervisez des gens et que parfois vous devez donner un ordre ou une instruction 2 ou 3 fois avant qu'ils obéissent, vous avez un problème de contrôle des stimuli. Vous êtes-vous déjà entendu dire « je te l'ai dit 1 fois, 2 fois, 100 fois, il ne faut pas, patati patata ». Si le fait de dire les choses 1 fois ou 100 fois ne fonctionne pas, alors le comportement n'est pas sous le contrôle des stimuli. Il nous arrive de penser que nous avons le contrôle des stimuli alors que ce n'est pas le cas, et nous nous attendons à ce que le sujet obéisse au signal ou à l'ordre et il ne le fait pas. Une réaction typique consiste à monter en puissance, ou alors à juger que son enfant ou que son chien est têtu. Le chien têtu, je l'entends au moins 1 fois par semaine. Donc, le fait de monter en puissance, le fait de crier plus fort, cela ne fonctionne pas. Ça ramène à la punition, on y reviendra, je trouve ça très intéressant. Le sujet doit reconnaître le signal, sinon peu importe que vous criez ou que vous hurliez à travers un ampli de musique rock, vous n'obtiendrez qu'un regard fixe. Une autre réaction courante lorsque l'on échoue à obtenir une récompense à un stimulus conditionné consiste à se mettre en colère. La punition. Ceci ne fonctionne que si le sujet a un comportement indésirable ou ne fournit pas une réponse acquise à un signal bien appris. Dans ce cas-là, un élément aversif, comme un temps mort ou une manifestation de colère, peut parfois déclencher un comportement inapproprié. Certaines fois, le sujet réagit correctement, mais avec un certain retard ou en faisant traîner les choses. Souvent, une réponse molle à des instructions résulte du fait que l'on n'a pas enseigné au sujet à répondre rapidement. Si le sujet n'a pas été renforcé non seulement pour la bonne réponse à un signal, mais également pour la rapidité à répondre, il n'aura pas été en mesure d'apprendre qu'il y a des bénéfices à obéir prestement aux signaux. Le comportement n'est pas véritablement sous le contrôle de stimuli. L'existence abonde en mauvaise gestion du contrôle par stimulus. Lorsqu'une personne tente d'exercer son autorité, une autre personne risque d'avoir des ennuis pour avoir désobéi. Mais le vrai problème, ce sont les ordres qui ne sont pas compris ou les signaux auxquels on ne peut pas obéir. Il s'agit soit d'un problème de communication, soit d'un contrôle par stimulus bâclé. Évidemment, la mise en contrôle de... Je vais refaire cette phrase. La mise sous contrôle de stimuli n'est pas quelque chose qui doit être fait de façon systématique, hormis, oui, si vous êtes instructeur militaire ou si vous avez envie d'avoir un chien qui vous obéisse au doigt et à l'œil. Pour moi, si vous souhaitez que votre enfant ou votre chien vous obéisse au doigt et à l'œil, il y a plus une problématique vis-à-vis de vous que dans les contextes spécifiques. Évidemment, lorsqu'on veut qu'un chien s'arrête immédiatement de courir ou autre parce qu'il y a un danger potentiel,
apprendre un arrêt d'urgence et le mettre sous contrôle des stimuli est quelque chose de pertinent. Moi, par exemple, lorsque je veux que mon chien s'arrête au bord de la route avant de traverser, le principal est qu'il s'arrête avant de traverser. Après qu'il se mette assis ou couché, ou qu'il propose un comportement au bout de 5, 10 ou 15 secondes, m'importe peu. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'arrête au moment où je lui demande. Donc après, il y a aussi dissociation que vous pouvez mettre en place sur le contrôle des stimuli. Ce qu'il faut, c'est que le comportement s'arrête. Après, le temps que ça va mettre, c'est pas grave. Moi, je sais que mon chien, si je lui demande de s'arrêter, il peut facilement faire 2, 3 ou 4 pas avant de s'arrêter. J'aurais pu évidemment le mettre sous contrôle des stimuli et lui demander un arrêt net, mais étant donné que j'ai vu qu'il faisait 3 ou 4 pas et qu'après il s'arrêtait, généralement j'anticipe et quand j'arrive en bord de route, je sais que sur la marche de 5 mètres avant le bord de route, je vais lui demander de s'arrêter. Comme ça, inévitablement, même s'il se prend sa petite marche de 3 ou 4 mètres, il s'arrête avant le bord de route. Donc ce qu'il y a aussi d'important à comprendre, c'est que une fois que vous avez compris comment façonner des comportements et comment mettre sous contrôle des stimuli, le but n'est pas de faire devenir de vos chiens ou de vos enfants ou des personnes avec qui vous interagissez des machines, c'est aussi de trouver un juste milieu entre les comportements ritualisés de l'individu et ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez accepter ou tolérer de la part de l'apprenant. Moi, personnellement, je préfère que mon chien le rate sur 4-5 mètres, mais qu'il s'arrête de lui-même sur un comportement qu'il a ritualisé, plutôt qu'il s'arrête lorsque je le lui demande. Je fais la même chose avec mes enfants, donc j'estime qu'avec mon chien, je peux lui demander la même chose. Après, une fois de plus, c'est une philosophie de vie qui m'est propre. Donc je m'arrêterai là pour l'explicatif sur le stimulus et sa mise sous contrôle, puisque je vous invite évidemment à parcourir cet ouvrage pour apprendre un peu plus en détail. Après, vous avez une vingtaine de pages de mise en application, de dissociation, comme je le disais, sur les amplitudes, les atténuations, afin de pouvoir vraiment comprendre en profondeur et assimiler cette étape dans les principes d'apprentissage. Donc le chapitre 4 est également le plus important, et c'est sur celui-là que je vais m'attarder, ou en tout cas sur lequel je vais mettre un éclairage important, comme les 10 lois du façonnage. Vous avez là, de ce point de vue-là, les 8 méthodes pour ce qu'on va appeler une rééducation, ou en tout cas le fait de désapprendre. Donc, sur le fait de désapprendre, utiliser le renforcement pour se débarrasser du comportement indésirable, Karen Pryor va exposer sur 50 pages les 8 méthodes de désapprentissage. Donc je ne m'attarderai pas sur ces 8 méthodes, je vais m'attarder sur certaines méthodes, soit moi que j'applique dans ma philosophie de vie, ou soit sur lesquelles je vais avoir un regard assez critique. Parce que généralement c'est ce que font aussi la plupart des gens. Mais c'est aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce que vous-même vous pouvez réagir comme ça, et évidemment le but, une fois que vous avez pris conscience de la façon dont vous réagissez, vous pouvez, en vous refaçonnant à travers l'ouvrage, pouvoir interagir de façon différente. Donc, pour se débarrasser d'un comportement, il existe 8 méthodes et pas plus. Qu'il s'agisse d'un comportement qui dure, comme celui du colocataire désordonné, ou d'un problème ponctuel, comme les enfants qui font trop de bruit dans la voiture, tout ce que vous ferez pour pallier le problème sera nécessairement une variante de l'une de ces 8 méthodes. Je ne parle pas ici des constellations complexes de problèmes comportementaux, comme le cas d'une personne atteinte de psychose, ou d'un chien dangereux et imprévisible. J'envisage uniquement des éléments isolés, de comportements indésirables. Moi, par exemple, en clientèle, lorsque je vais amorcer un processus de rééducation comportementale, je demande à ce qu'un check-up vétérinaire soit effectué afin de vérifier qu'il n'y ait aucun trouble médical, pathologique ou neurologique sous-jacent à ce trouble du comportement. Une fois que on sait qu'il n'y a pas de problème derrière et que cela relève simplement d'une mauvaise éducation ou de comportements ritualisés qui rentrent en contradiction entre l'humain et le chien, là seulement on va pouvoir partir dans un processus de rééducation. Mais là où je veux en venir, c'est que ces 8 méthodes ne sont pas magiques. Si cela ne fonctionne pas malgré ces 8 méthodes, creusez et intéressez-vous à d'autres pistes, honnêtement. Médicalement parlant, neurologiquement parlant. Mais voilà. Donc,
La méthode numéro 1, débarrassez-vous de l'animal. Cela fonctionne, c'est certain, vous ne serez plus jamais confronté à ce comportement chez ce sujet-là. Méthode numéro 2, la punition. C'est la méthode que tout le monde préfère, bien qu'elle ne fonctionne pour ainsi dire jamais vraiment. La méthode numéro 3, le renforcement négatif. Supprimer quelque chose de désagréable quand le comportement désiré se produit. Méthode numéro 4, l'extinction. Laisser le comportement disparaître de lui-même. Méthode numéro 5, enseigner un comportement incompatible. Cette méthode est particulièrement utile pour les sportifs et les propriétaires d'animaux domestiques. Pourquoi Ok. Méthode numéro 6, conditionner le comportement à un signal. Ensuite, ne plus jamais utiliser le signal. C'est le procédé le plus élégant utilisé par les dresseurs de dauphins pour se débarrasser d'un comportement indésirable. Méthode numéro 7, marquer l'absence. Renforcer tout ce qui n'est pas le comportement indésirable. Une bonne façon de rendre agréable vos proches qui ont pour l'habitude d'être grincheux. Méthode numéro 8, changer la motivation, c'est la méthode fondamentale et la plus douce de toutes. Donc pour illustrer ces méthodes, Karen Pryor utilise divers exemples sous forme de tableaux et les approches correspondantes selon les méthodes face à un comportement gênant. Comme je le disais, l'ouvrage est assez didactique et vous avez les exemples. Donc vous avez le comportement et l'approche correspondante selon les méthodes. Méthode 1, méthode 2, méthode 3, méthode 4, méthode 5, méthode 6, méthode 7, méthode 8. Cela permet de pouvoir vraiment vulgariser et d'imager beaucoup plus facilement dans diverses situations, dans divers scénarios, l'application de ces méthodes. Donc à travers ces scénarios, vous allez pouvoir retrouver entre autres un colocataire désordonné, donc un chien aboyant toute la nuit, des enfants trop bruyants en voiture, un conjoint rentrant toujours de mauvaise humeur, un employé paresseux, un chat qui monte sur la table de la cuisine, etc., etc. Vous en avez une petite dizaine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une 10, voilà, que l'on peut retrouver assez régulièrement dans des situations de vie. Donc, je vais revenir sur certaines méthodes, notamment la méthode numéro 1, à savoir... débarrassez-vous de l'animal ou de l'individu en question. La méthode 1 correspond à la peine capitale. Quelles que soient les implications morales ou autres de la peine capitale, si vous exécutez un meurtrier, il ne fait aucun doute qu'il ne pourra plus tuer à nouveau. La méthode 1 se débarrasse du comportement en se débarrassant de celui qui l'adopte, que ce soit de manière temporaire ou définitive. Licencier un employé, divorcer d'un conjoint, gérer le problème d'un colocataire désordonné en changeant de colocataire, toutes ces réactions relèvent de la méthode 1. De nouveaux problèmes peuvent se présenter avec de nouvelles personnes, mais le sujet dont vous ne supportiez plus le comportement disparaît et son comportement avec. La méthode 1 est plutôt sévère, mais elle est parfois indiquée lorsque la faute est trop grave pour être supportée et qu'il paraît peu probable d'arriver à modifier facilement l'état des choses. Supposons par exemple que vous soyez battu par vos parents ou votre conjoint ou même votre enfant. Les gens traitent parfois ce problème en éliminant réellement la personne, et dans des cas extrêmes de légitime défense cela pourrait se justifier, mais quitter la maison est également une solution relevant de la méthode 1, une solution plus humaine au demeurant. Ce qu'il est essentiel de comprendre en ce qui concerne la méthode 1 est qu'elle n'enseigne rien au sujet, empêcher le sujet d'afficher le comportement par la contrainte, le confinement, le divorce, voire l'électrocution, ne lui enseigne pas grand-chose sur le dit comportement. Le confinement. Il paraît raisonnable de penser qu'un homme emprisonné pour vol va réfléchir à 2 fois avant de voler à nouveau, mais nous savons que bien souvent c'est loin d'être le cas. Tout ce dont nous pouvons être sûrs est qu'il ne pourra pas dérober votre téléviseur pendant qu'il est enfermé. Les comportements ne sont pas nécessairement raisonnables. Si le comportement a déjà été établi comme un moyen d'obtenir un renforcement, et si la motivation et les circonstances qui le provoquent sont présentes, il est probable qu'il se manifestera à nouveau. Tant qu'il y a contrainte, le sujet n'apprend rien de nouveau sur son comportement. Vous ne pouvez pas modifier un comportement qui ne se manifeste pas. L'enfant enfermé dans sa chambre peut être en train d'apprendre quelque chose, notamment à vous en vouloir et avoir peur de vous, mais il n'apprend pas pour autant à bien se tenir lors d'une conversation en société, et quant au chien, dès que vous l'aurez détaché, il se mettra à nouveau à courir derrière les voitures. Ce que j'image moi très régulièrement avec mes clients, c'est que la méthode 1 en fait consiste à mettre la poussière sous le tapis. Ça ne vous amène pas en fait à faire le ménage, ça vous amène simplement à masquer ou en tout cas empêcher que le problème arrive. Une fois de plus, ça peut être intéressant pour contrôler l'environnement de l'individu.
Par exemple, le chien qui va courir après les voitures, c'est sûr que si vous le gardez attaché, il ne peut pas courir après les voitures, donc ça peut être intéressant pour les mettre en sécurité, mais ça ne va pas lui permettre d'apprendre un nouveau comportement. Donc généralement, on va associer la méthode 1 avec autre chose. Mais surtout pas avec la méthode 2. La méthode 2 qui est la punition. La punition, voilà qui est intéressant. C'est la méthode préférée des humains, c'est la méthode qu'utilisent les éducateurs canins traditionnels, c'est la méthode qu'utilisaient beaucoup nos parents ou les anciens, la méthode qu'utilise encore beaucoup même la société de manière générale. Lorsqu'un comportement dérape, nous pensons tout d'abord à punir, gronder l'enfant, donner une tape au chien, faire des retenues sur la fiche de paye, condamner l'entreprise à verser une amende, torturer le dissident, envahir le pays. Mais la punition est une façon maladroite de modifier un comportement. En fait, la plupart du temps, la punition ne fonctionne absolument pas. Avant d'examiner ce que la punition peut et ne peut pas faire, voyons ce qui se produit lorsque l'on s'y essaie et qu'elle ne fonctionne pas. Supposons que nous ayons puni un enfant ou un chien ou un employé pour un comportement et que celui-ci se reproduise. Est-ce que nous disons punir ne fonctionne pas et essayons autre chose? Non. Nous intensifions la punition. Si la réprimande ne fonctionne pas, essayons une gifle. Si votre enfant a un mauvais carnet de notes, confisquez-lui son vélo. Si le prochain bulletin est aussi mauvais, enlevez-lui aussi son squelette. Vos employés paraissent, menacez-les. Ça ne fonctionne pas, faites une retenue sur leur feuille de paye. Toujours pas de résultat, suspendez leur contrat, licenciez-les, appelez la police. Le fouet ne change pas le comportement des hérétiques, peut-être la torture ou l'écartèlement y parviendront-ils. Ce qu'il y a de terrible avec cette montée en puissance de la punition, c'est qu'elle est sans fin. La recherche d'une punition si terrible que peut-être que celle-ci va fonctionner est quelque chose qui n'intéresse ni les singes ni les éléphants, mais qui préoccupe les humains depuis que le monde est monde. Une des raisons pour lesquelles les punitions ne fonctionnent généralement pas est qu'elles ne coïncident pas avec le comportement indésirable. La sanction intervient plus tard, parfois même, comme dans le cas d'un jugement au tribunal longtemps après. Le sujet ne peut donc pas faire le lien entre la punition et l'acte, les actes qui l'ont précédé. Les animaux ne le font jamais, et les gens très rarement. Si les voleurs perdaient un doigt à chaque fois qu'ils commettent un vol, ou si les voitures prenaient feu à chaque fois qu'elles sont mal garées, je pense qu'il n'y aurait quasiment plus de vol ni de contravention pour stationnement illégal. Dans le cas de la méthode 2, comme dans celui de la méthode 1, le sujet n'apprend rien. Si une punition rapide peut arrêter un comportement en cours, elle n'entraîne pas d'amélioration particulière. Une punition n'apprend pas à un enfant comment obtenir un meilleur bulletin scolaire. Dédicace à mes parents lorsque j'étais enfant. Tout ce que la personne qui punit peut espérer est de faire changer la motivation de l'enfant. L'enfant va essayer de modifier son comportement futur pour éviter une nouvelle punition. Apprendre à modifier son comportement dans le futur pour éviter les conséquences dépasse l'entendement de la plupart des animaux. Si un homme attrape son chien d'arrêt et le frappe parce qu'il est allé chasser le lapin, le chien n'a aucun moyen de savoir pour laquelle de ses activités récentes il a été réprimandé. Il peut devenir plus craintif face à son propriétaire, ce qui pourrait permettre à ce dernier à partir de là de le rappeler quand il chasse le lapin ou bien amener le chien à fuir encore plus vite lorsqu'on l'appelle. Le fait d'avoir frappé le chien en soi n'aura pas d'effet sur son acte de chasser le lapin. Lorsque vous êtes tenté de punir, posez-vous les questions suivantes. Voulez-vous que le chien, l'enfant, le conjoint, l'employé change son comportement ? Dans ce cas-là, c'est un problème d'apprentissage et vous devez être conscient des faiblesses de la punition en tant que mécanisme d'apprentissage. Ou souhaitez-vous en fait vous venger ? Dans ce cas, vous devriez chercher des renforçateurs plus salutaires pour vous-même. Ou alors, vous souhaitez vraiment que le chien, l'enfant, le conjoint, l'employé, la nation voisine ou autre cesse de vous désobéir. Si quel que soit le comportement manifesté, ce que vous voulez, c'est que le sujet cesse de s'opposer à votre volonté et à votre jugement supérieur. Dans ce cas-là, il s'agit d'une lutte pour la domination et vous devez vous débrouiller seul. Beaucoup d'éducateurs canins qui fonctionnent encore sous le principe de la punition, de la sanction physique, et généralisent ça, ritualisent ça dans les fonctionnements, sont généralement soit des hommes virils ou qui veulent affirmer une quelconque domination sur leur vie ou sur leur entourage ou sur les animaux pour se prouver à eux-mêmes quelque chose, soit c'est parce qu'ils continuent d'apprendre, parce qu'ils continuent d'exercer ce qu'on leur a appris.
Et là, on rentre dans le cadre des comportements superstitieux. Beaucoup de clubs canins sont en coercitif parce qu'ils fonctionnent soit par d'anciens militaires restés sur ces méthodes, soit parce que tout le monde a fait comme ça, donc on continue de faire comme ça. Vous allez dans un club canin, on va vous apprendre, dans la très grande majorité des cas, de la marche en laisse, de la marche au pied en croisant d'autres chiens, du assis, du coucher, du pas bouger. Et si ça ne fonctionne pas, on va vous apprendre que votre chien est dominant. On va vous apprendre comment corriger votre chien. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a toujours fait ça et que dans les clubs canins, on fonctionne comme ça. Je l'ai déjà expliqué à travers de nombreux autres de mes vidéos. J'ai été maître chien dans l'armée de terre, j'ai été formé à des méthodes d'éducation très coercitives où j'ai vu des chiens pendus aux arbres, où j'ai vu des chiens avec des colliers électriques sur les testicules, et j'ai vu des méthodes d'éducation très coercitives. Et avant d'être maître chien dans l'armée de terre, je m'étais engagé comme commando de renseignement dans l'armée de terre, où j'avais été formé aussi sur des méthodes, comme l'expliquait Karine Prior précédemment, où on criait sur les individus, où on leur demandait de ne pas réfléchir et d'obéir. Donc malgré le fait que j'ai été façonné à travers deux de ces méthodes-là sur mon chemin de vie, j'en suis revenu et aujourd'hui je propose totalement l'inverse. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé à travers mes formations ou à travers des ouvrages, que ce soit celui-ci ou un autre, qu'il y a d'autres méthodes pédagogiques qui fonctionnent. Malgré le fait que j'ai suivi des formations de commando et de survie, je ne fais pas ramper mes enfants dans la boue, ou je ne leur gueule pas dessus, ou je ne les mets pas sous ordre comme on a pu m'apprendre à le faire. Malgré le fait que j'ai appris à donner des coups de sonnette à des chiens, à leur donner des coups de pied, ou à les sanctionner physiquement parce qu'ils ne m'obéissaient pas au doigt et à l'œil, je ne fais plus ça sur mes chiens de compagnie, je ne fais plus ça sur mes enfants. Donc, lorsque vous restez dans la punition, comme le dit Karine Prior, ça ne fonctionne pas. Lorsque vous basez des méthodes d'éducation uniquement sur la méthode 1 ou la méthode 2, ça ne fonctionne pas. La punition, si elle est utilisée par l'humain, moi je pense principalement que c'est parce que ça permet de décharger une frustration. Une frustration qui est liée à un problème d'incompréhension entre l'apprenant et l'appreneur, le formateur. Parce que justement, il y a une incompréhension des lois de façonnage et de ces 8 méthodes de désapprentissage. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a plus de frustration. S'il n'y a plus de frustration, il n'y a plus nécessité de mettre de punition. Donc la méthode 3 consiste à la mise en place du renforcement délatif. Je ne reviendrai pas dessus. Je vous invite à lire le livre, évidemment, une fois de plus, pour la comprendre, mais c'est surtout parce que c'est quelque chose que je ne vais pas forcément utiliser. La méthode 4 de l'extinction comportement, ça par contre, elle est beaucoup vulgarisée et beaucoup utilisée en éducation positive chez les chiens de compagnie, et souvent elle est mal employée. Un exemple tout bête, qui va nous servir pour la méthode 4, donc l'extinction de comportement, mais également pour la méthode 5, donc enseigner un comportement incompatible. Je vais revenir sur ça. Lorsque vous avez un chien qui vous saute dessus, pour vous dire bonjour, déjà pourquoi est-ce que le chien vous saute dessus? Parce que généralement quand le chien est petit, il apprend que pour interagir avec l'humain, pour pouvoir se rapprocher des mains ou du visage, il a tendance à sauter sur l'humain. Donc quand le chien est petit, ça ne nous dérange pas, on a même tendance à renforcer le comportement en regardant le chien, en lui souriant, en le caressant. Lorsque le chien grandit, qu'il commence à faire 15, 20 ou 30 kilos, là les gens commencent à se dire oui mais finalement c'est pénible qu'il me saute dessus. Donc dans celle-là en fait il faut désapprendre le comportement qui a été renforcé pendant les premières semaines ou premiers mois de vie de votre chien. Comment faire en éducation positive? On va vous dire de tourner le dos. Si vous tournez le dos, que vous ne renforcez pas le comportement, vous allez rentrer dans la méthode 4, à savoir l'extinction de comportement. C'est ce que Thierry Drugas expliquait notamment dans son ouvrage Les signaux d'apaisement dont j'avais fait une note de lecture. Si vous avez un chien de petite taille et qui n'a pas été renforcé dans son explosion de comportement, je ne reviendrai pas sur ça parce que sinon ça va être trop long, mais j'avais déjà expliqué les lois de l'apprentissage et les principes d'explosion de comportement dans une vidéo précédente. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes sous les sommaires, vous allez retrouver la partie spécifique. Mais bref, si votre chien est petit, qu'il
qu'il va vous sauter 1, 2 ou 3 fois dessus pour vous dire bonjour et qu'il ne va pas exploser le comportement, c'est-à-dire qu'il n'a pas été renforcé dans son amplification, qu'il ne va pas vous sauter 10 ou 15 ou 20 fois dessus. Vous pouvez tourner le dos et ne pas renforcer le comportement. Ça peut amener vers l'extinction de comportement si une fois que le chien vous saute dessus, que vous ne le renforcez pas, que vous vous tournez et que vous le renforcez, que vous le caressez, que vous lui parlez quand il est assis ou quand il a les 4 pattes au sol, le chien va désapprendre le fait de vous sauter dessus parce que ce n'est plus renforcé, mais il va proposer de lui-même le comportement de venir rester assis ou à 4 pattes parce que c'est ce comportement-là que vous renforcez, que vous validez. Donc là, vous entrez dans le cadre de la méthode 4, extinction de comportement. Vous tournez le dos à un chien qui vous saute dessus. Si en revanche vous avez un chien qui vous saute beaucoup dessus parce qu'il a amplifié le comportement et que la méthode 4 ne fonctionne pas, c'est là que généralement les gens vont se retrouver en échec parce qu'on va me dire, et moi je vois ça très régulièrement, oui pourtant je fais comme on m'a dit, ou comme le précédent éducateur canin m'a dit, ou comme j'ai vu sur les vidéos, je tourne le dos, je ne renforce pas, c'est très bien. Mais seulement si le chien vous saute dessus 5, 10 ou 15 fois, au bout d'un moment, vous allez arrêter de lui tourner le dos. Vous allez entrer dans le cadre de la méthode 5, à savoir enseigner un comportement incompatible. Lorsque les chiens ont 6 ou 7 mois qui sont très excités, qui ont tendance à beaucoup sauter sur l'humain, et que là, simplement, le fait d'ignorer ne fonctionne plus, vous allez apprendre à votre chien autre chose. Vous allez lui apprendre systématiquement, par exemple, à s'asseoir avant d'avoir une caresse. Si chaque fois que le chien vient interagir avec vous, vous ne le caressez, vous ne le regardez que quand il est assis, vous allez entrer dans le cadre de la méthode 5. Si vous enseignez à votre chien à s'asseoir pour avoir une caresse, il ne va pas vous sauter dessus. C'est logique. Et ça vous permet, si dans un premier temps, le temps de l'extinction du comportement, vous demandez systématiquement à votre chien à s'asseoir pour avoir une caresse, lui, étant donné que ce qu'il veut c'est avoir une caresse, il va arrêter de vous sauter dessus. Donc vous avez éteint le comportement. Une fois évidemment que le comportement est conscientisé, une fois que le chien a ritualisé le fait de s'asseoir, vous pouvez après ne plus lui demander systématiquement de s'asseoir. Le but c'est ne pas d'avoir un chien qui pendant 10 ou 15 ans va s'asseoir tout le temps pour avoir une caresse. Mais le temps du désapprentissage du comportement précédent, à savoir je saute sur l'humain pour avoir une caresse, vous êtes passé par l'étape 5, à savoir vous vous proposez un nouveau comportement. Vous enseignez un comportement incompatible. Donc là, pour le coup, vous comprenez que la punition ne sert à rien. Le renforcement négatif dans ce contexte-là ne sert à rien. Même j'estime que de manière générale, c'est pas très productif. C'est pour ça que je ne suis pas revenu dessus, mais quand bien même Karen Pryor explique que cela fonctionne. Donc vous comprenez que l'extinction de comportement peut être une clé, mais que parfois c'est très intéressant de la coupler avec la méthode 5, à savoir enseigner un comportement incompatible. La méthode 6, conditionner le comportement à un signal, ensuite ne plus jamais utiliser le signal. C'est quelque chose qui est réalisable, mais qui est difficilement tenable dans la durée. Par exemple, lorsque vous avez un chien qui aboie tout le temps, ou qui peut aboyer quand il va croiser des humains, quand il va croiser des chiens ou autres, si on a ciblé la raison de l'aboiement, savoir si c'est pas de l'agression, de distanciation, si c'est pas un comportement qui est lié à un état émotionnel. Donc déjà évidemment on va travailler sur l'état émotionnel. Une fois que l'état émotionnel est modifié et que le chien va naturellement moins proposer le comportement, on va pouvoir travailler sur une extinction de comportement. Par exemple un chien qui aboie tout le temps, et j'ai déjà vu faire cela, mais dans des contextes spécifiques, on est plus sur de la réhabilitation du chien de refuge par exemple, où vous êtes dans des environnements spécifiques, vous allez capturer le comportement qui amène votre chien à aboyer. Vous allez mettre l'aboiement sous ordre. Donc au début, vous allez renforcer le chien sur le fait qu'il aboie. Ça peut paraître paradoxal, parce que vous souhaitez qu'il arrête d'aboyer. Mais une fois que vous avez appris au chien que là, ce qu'il est en train de faire, c'est d'aboyer, que vous renforcez ça et que vous ne lui demandez finalement d'aboyer que quand vous lui demandez d'aboyer. Après, une fois que vous demandez plus à votre chien d'aboyer, il ne va plus aboyer. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Un chien qui aboie tout le temps, parce que c'est devenu un comportement ritualisé. Vous allez capturer cela, vous allez lui faire comprendre que là, ce que tu viens de faire, c'est l'aboiement, c'est très bien, vas-y, continue, aboie, bravo, c'est bien, je te donne des récompenses, machin, je te renforce, peu importe. Et une fois que le chien a conscientisé que ce qu'il faisait, c'est l'aboiement, vous ne
l'amener à aboyer que sur ordre. Et au début, vous allez peut-être le faire aboyer sur toutes les situations qui l'amenaient à aboyer. Après, vous allez l'amener à aboyer de façon moins régulière, puis après de moins en moins souvent, jusqu'à éteindre le comportement d'aboiement. Mais ça, une fois de plus, ça demande une rigueur et une discipline. Et beaucoup d'humains familiers, beaucoup de propriétaires de chiens faisant appel à moi ou à la plupart des éducateurs canins n'ont pas forcément la patience et n'ont pas forcément le contexte pour effectuer ce travail dans la durée. Moi, je sais que pour avoir déjà essayé de le mettre en place sur un chien, et j'ai vu que c'était difficilement gérable par l'humain derrière, notamment parce que le chien pouvait s'auto-renforcer dans le jardin ou autre. Après, j'ai laissé tomber. Donc c'est une méthode qui peut fonctionner sur certains comportements gênants qui vont être courts, mais sur des comportements réguliers, c'est plus compliqué. Karen Pryor explique cela très bien. Par exemple, vous êtes avec vos enfants dans la voiture, vos enfants ont tendance à faire du bruit parce qu'ils sont excités ou contents d'aller quelque part. Vous pouvez leur demander justement de faire un petit exercice ou quand papa ou maman dit go, là on se met à faire le plus de bruit possible. Donc en fait les enfants vont décharger beaucoup à ce moment-là. Vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois. Après les enfants, ça va les gonfler de faire ça. Et donc à ce moment-là, vous avez simplement éteint le comportement en le conditionnant à un signal. La méthode 7 consiste à façonner l'absence des comportements indésirables. C'est généralement autour de cette méthode que fonctionnent les principes de rééducation comportementale et c'est notamment la façon dont moi je vais travailler un chien qui va être réactif par rapport aux autres chiens ou par rapport aux enfants ou par rapport aux humains. Un chien qui va proposer un comportement d'agressivité face à un stimulus qu'il a jugé aversif. Je vais en prenant en compte les zones de confort, zones de stress et zones de déclenchement, pareil que j'ai présenté dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas revenir sur ça. En prenant en considération les seuils de stress et de déclenchement du chien, je vais capturer et façonner tous les comportements qui vont amener en fait le chien à décrocher du stimulus aversif. Par exemple, un chien qui veut agresser les autres chiens, et qu'admettons il se déclenche à 25 mètres, je vais me mettre à 30 mètres ou 35 mètres donc dans son seuil de déclenchement, et à ce moment-là, je vais renforcer tous les comportements que le chien va proposer, sur lesquels il va décrocher du chien. C'est-à-dire que dès qu'il va bloquer sur le chien, et qu'il va décrocher, ne serait-ce que pour sentir une odeur, pour regarder un oiseau qui passe ou autre, je vais façonner ça. Et en fait, à ce moment-là, on rentre dans le concept de la méthode 7, façonner l'absence des comportements indésirables. Je vais renforcer le chien, lui faire comprendre que tout ce qu'il fait, plutôt que de regarder le chien aversif qui peut l'amener à se déclencher, est valorisé. Et en fait, en faisant ça, on va faire comprendre au chien sur du moyen ou court terme que le comportement qu'il propose, à savoir je veux agresser l'autre chien, n'est pas quelque chose de pertinent, mais que en revanche faire autre chose est valorisé. Si vous amenez votre chien à faire ça dans ce contexte-là, par exemple, vous allez au fur et à mesure diminuer ses seuils de déclenchement, tout en lui faisant comprendre que finalement, voir un autre chien et vouloir l'attaquer est moins intéressant que de faire autre chose, parce que c'est valorisant de faire autre chose. La méthode 8 consiste à changer la motivation. Bon, je ne vais pas rentrer sur ça, vous pourrez comprendre ça dans l'ouvrage. Pour moi, c'est des choses qui sont devenues logiques, donc je ne vais pas forcément vous donner des exemples pour ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, pour résumer, je vais vous reprendre ces 8 méthodes. Une fois que vous les avez compris, vous savez comment désapprendre un comportement qui a été appris. Couplé à ça les 10 lois de façonnage, vous avez à ce moment-là, vous savez comment ancrer un comportement dans la durée, et avec ces 8 méthodes, vous savez comment désapprendre un comportement de façon pertinente. Donc méthode 1, se débarrasser de l'animal. Méthode 2, punir l'animal, ou l'individu évidemment, qui produit le comportement. Méthode 3, le renforcement négatif, supprimer quelque chose de désagréable quand le comportement désiré ne se produit plus. Méthode 4, l'extinction de comportement, donc laisser le comportement disparaître de lui-même. La méthode 5, enseigner un comportement incompatible.
Méthode 6, conditionner le comportement à un signal. Ensuite, ne plus jamais utiliser le signal. Marquer l'absence, méthode 7, et changer la motivation, méthode 8. Donc les deux derniers chapitres, l'un sur le renforcement dans le monde réel, savoir finalement comment mettre en pratique tout ça de façon concrète et pertinente dans le monde réel. Et l'autre sur l'utilisation du clicker training comme nouvel outil révolutionnaire. Ça c'était révolutionnaire, c'est ce que je vous disais. Donc le livre a 40 ans, donc à l'époque c'était beaucoup moins démocratisé. Donc Karen Pryor avait insisté sur la fin de son ouvrage sur ça. Donc ces deux derniers chapitres peuvent se parcourir vraiment comme un élargissement. Vous voyez, après la conclusion, vous avez l'élargissement et ça peut vous apporter un acquis de connaissances pour votre culture générale ou votre philosophie de vie. Mais voilà, l'ouvrage vraiment concret va s'articuler autour des 10 lois de façonnage et des 8 méthodes des apprentissages. Après, de façon globale, si vous n'êtes pas forcément initié à toutes ces approches-là d'éducation positive, l'ensemble de l'ouvrage est très intéressant. Je vais m'arrêter là-dessus. Karen Pryor, Don't Shoot the Dog, le nouvel art de l'éducation. Une relation à soi, aux autres, aux enfants et aux animaux. C'est vraiment un ouvrage incontournable pour comprendre comment éduquer ou rééduquer un chien, éduquer ou rééduquer un enfant, éduquer et rééduquer un adulte. Comment mieux comprendre pourquoi est-ce que nous pouvons partir justement dans ces concepts de punition, dans ces concepts d'apprentissage qui ne sont pas forcément bien ancrés. Et cela permet vis-à-vis de vos chiens, puisque la maison d'édition des génies canins tourne autour de ça, vous permet de prendre du recul sur les notions de votre chien il est têtu, votre chien il veut vous désobéir, etc., etc. Vous comprenez que généralement, le problème ne vient pas de l'apprenant, mais de l'appreneur ou du formateur. Si vous êtes un bon formateur, si vous maîtrisez les lois du façonnage et les lois, les 8 méthodes de désapprentissage, vous serez amené, n'importe quel individu, vers la réussite. Donc, cet ouvrage est vraiment important à lire, 25 € pour 200 pages. Honnêtement, si vous n'y connaissez pas grand-chose, achetez-le. Ça vaut la plupart des vidéos que vous pouvez trouver des éducateurs canins qui vont vous expliquer comment éduquer des chiots en 21 jours, comment changer des comportements en une semaine ou 15 jours. Vous apprenez avec ça comment vous changez vous-même avant de vouloir changer les autres. Prenez soin de vous et à bientôt.